Et bonjour, petite fougère de YouTube. Je suis pas sur la bonne scène d'ailleurs. Mais je me faisais réflexion, j'étais pas sur la bonne scène. Le retour de la pause, mais pas sur la bonne scène. Ah là là. Bref, anyway, on se retrouve pour une nouvelle séance de lecture. Nous sommes toujours dans la même session, même si entre la dernière VOD et celle-ci, on a fait une pause repas. Voilà, j'ai fait une petite pause repas, parce que c'est important quand même de se nourrir, n'est-ce pas? Mais néanmoins, ça y est, me voilà de retour. Me voilà de retour. On va pouvoir continuer notre lecture de sciences humaines et sociales sur Irénée, qui est quand même extrêmement beaucoup trop bien, même si elle est lourde. Voilà, c'est pas un défaut, hein, mais c'est le seul quand même constat et qui est là, c'est que c'est quand même un peu lourd, quoi. C'est quand même pas quelque chose de très léger. En même temps, on parle du fascisme, donc ouais, le fascisme, quoi. Certes. Donc bon. On est reparti, nous sommes sur une nouvelle, justement, partie. L'impératif antifasciste. Le 5 août 2021, le journal espagnol Publico dévoile en exclusivité une information. La plateforme Wikileaks a mis la main sur 17 000 documents confidentiels de l'organisation ultra-catholique espagnole Astyor.org entre 2001 et 2017. Entre autres choses, ces documents révèlent la liste des donateurs ayant financé les projets de l'organisation. Plus de 17 millions d'euros en dons, apportés en partie par certaines des plus grandes fortunes et entreprises espagnoles. Alliés au protégé Citizen Go, ces financements ont permis l'impulsion de partis d'extrême droite partout en Europe. En Espagne, c'est le parti Vox qui en a le plus bénéficié, ce qui explique son développement et sa croissance fulgurante. Parmi les donateurs, on retrouve des figures comme Esther Koplowitz, aristocrate et chef d'entreprise, Isidoro Alvarez, ancien président du groupe El Corte Inglés, David Miguel Villar Mir, ancien ministre des Finances et fondateur du groupe OHL. Ah non, j'ai raté une ligne, excusez-moi. David Alvarez Diez, fondateur du groupe Eulen, Juan Miguel Villar Mir, ancien ministre des Finances et fondateur du groupe OHL, ou Bernard Meunier, conseiller délégué de Nestlé Peninsula Ibérica en 2012, désormais vice-président exécutif de Nestlé SA. Pour prendre l'exemple de Nestlé, nous parlons d'un groupe qui est présent dans 81 pays, qui possède 94 marques telles que les céréales Chocapic, l'eau en bouteille Perrier comme on est d'accord, hein? Ceci dit, ça collerait bien vu ce qu'on a vu du personnage, mais bref. Anyway. Les plats préparés Buitoni. Les plats préparés Buitoni ou encore les produits Nescafé. Le chiffre d'affaires en 2020 était de 84,3 milliards de francs suisses. Il s'agit d'une des multinationales les plus puissantes du monde. Sa puissance financière lui octroie également un pouvoir politique. Il n'est pas nouveau que la classe bourgeoise prenne les décisions politiques. En revanche, le rôle joué par les entreprises dans les décisions publiques à l'échelle nationale ou internationale devient de plus en plus important. Acheter une tablette de chocolat Nestlé, en plus d'enrichir une entreprise qui est responsable de milliers d'hectares de déforestation, d'émissions de CO2 scandaleuses, de faire travailler des enfants et des adultes dans des conditions esclavagistes, c'est aussi financer indirectement des groupuscules fascistes partout en Europe. Le fascisme n'est pas un fait du passé. Son idéologie n'est pas morte avec ses précurseurs, et ses plus fidèles adhérents sont aussi souvent les mêmes à détenir capital, pouvoir politique, influence médiatique. Lorsque l'on se bat pour la justice sociale, l'impératif antifasciste devient une évidence. Parce que le fascisme, c'est le totalitarisme, c'est la mort de la liberté. Parce qu'il s'attaque aux personnes racisées, aux minorités religieuses, aux pauvres, aux femmes, aux personnes LGBTQIA+. Parce qu'il ne bénéficie qu'à la minorité qui nous dirige. Un féminisme qui ne lutte pas contre le fascisme, c'est un féminisme qui est vidé de son essence même. Et nous finissons là-dessus, parce que c'était une très courte partie du coup, pour le coup. Je pensais pas que ça serait si court. On arrive sur le chapitre 4, qui, sauf erreur, est le dernier chapitre. Non, il y a la conclusion après encore. C'est l'avant-dernier chapitre. Vraiment, il se lit très vite. Très 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 vite. C'est pas forcément une plainte, hein. Encore une fois, c'est très bien.
hein, comme texte, mais c'est vrai qu'il se lit très vite. C'est un constat qu'il se lit vraiment très vite. On est reparti. Un féminisme anarchiste. Donc il y aura plusieurs parties. L'anarchisme comme une évidence, vivre l'utopie, démystifier l'obtention du suffrage féminin, anarchie non féminin. A la libertad solo se llega por caminos libertarios. La liberté ne peut être atteinte que par des chemins libertaires. Esos bandidos, pasos que nos estropean, bajo el juego de la explotación, serán barridos, mal y de mala manera, y perseguidos sin compasión. Escucho, obrero mío, la ley de la verdad, y verás a los socialistas como luchan con anhelo y equidad. La unión es nuestra salvación. No más sufrir esta opresión. Hermanos del proceso, la libertad debemos proclamar, y aunque no venga un nuevo retroceso, la libertad debemos proclamar. La libertad. Bon, comme d'hab, ma prononciation est incroyablement éclatée au sol. Désolé. Vraiment, c'est un massacre, je suis désolé. Ces faux bandits qui nous écrasent sous le joug de l'exploitation seront balayés, traités de la pire des manières et persécutés sans pitié. Écoute, mon ouvrier, la loi de la vérité. Tu verras que les socialistes luttent avec désir et équité. L'union, c'est notre salut. Ne plus subir cette oppression, frère du processus. La liberté, nous devons proclamer, et même s'il nous arrive de devoir reculer, à nouveau, la liberté, nous devons proclamer la liberté. C'est la prima Marta qui m'a transmis cette chanson. Sa mère, la tia Pili, la vérité d'Hilaria. Durant sa jeunesse, mon arrière-arrière-grand-mère avait vécu un temps à Eibar, une ville basque, avec une amie dont j'ignore le nom. Cette dernière épousa Armando Caballero, qui plus tard sera le parrain du mariage de Manuel et d'Hilaria. Los Caballero était une famille de musiciens. C'est cette femme qui a appris la chanson à Hilaria. Chanson dont les paroles ne sont pas anodines, puisque explicitement socialistes. Un chant militant dont je n'ai pas réussi à retrouver la mélodie, comme si le chant avait disparu en même temps que sa génération. Après plusieurs semaines de recherche, à ma grande surprise, une amie chilienne en a pourtant reconnu les paroles. Cette chanson s'appelle L'Union, et se trouve dans plusieurs livres de chansons anarchistes qui circulent dans le milieu ouvrier, en particulier ferroviaire, du nord du Chili, au début du XXe siècle. Il se peut que certaines chansons soient arrivées via des anarchistes espagnols qui s'étaient installés au Chili à cette période, comme Manuel Chanchilla, m'a-t-elle dit. Même avec le titre de la chanson et la piste du Chili, mes recherches sont restées au point mort. Peut-être n'a-t-elle pas marqué les esprits des gens autant que ceux d'Hilaria et de ses descendants. Mais enfin, la voilà. Dans un livre de chansons anarchistes donc, La Unión. Les paroles y sont un peu différentes. Esos burgueses traidores que no estropean bajo el juego de la explotación serán barridos al fin por sus propios esclavos y perseguidos sin compasión. Despierta, obrero, y mira la luz de la verdad, y verás a los anarquistas como luchan con anhelo y equidad. La unión será nuestra salvación. No más sufrir esta opresión. Esclavos del salario, la libertad hemos de proclamar. Si no viene un nuevo retroceso, un nuevo sol al mundo iluminará. La libertad en tierra y mar. Les traîtres bourgeois qui nous écrasent sous le joug de l'exploitation seront à la fin balayés par leurs propres esclaves et chassés sans pitié. Réveille-toi, ouvrier, contemple la lumière de la vérité. Tu verras que les anarchistes luttent avec le désir et équité. L'union sera notre salut. Ne plus jamais subir cette oppression. Esclaves du salaire, la liberté nous devons proclamer. S'il n'y a pas de nouveau recul, un soleil nouveau éclairera le monde. La liberté sur terre et en mer. Je préfère cette version. Voilà. Je préfère cette version. Je vous avoue que le côté ouais, c'est les socialistes qui vont faire la révolution, je suis en mode. Alors, je pense qu'on a des camarades un petit peu partout. Je pense que les socialistes peuvent être des camarades, mais je pense que trop souvent, il y a des problèmes de class first, etc., qui me posent problème avec les personnes qui se réclament plutôt d'être du côté socialiste que anarchiste. Donc j'avoue que je suis un peu plus en réponse, on va dire, sur cette version-là. Ça me semble déjà un peu plus adéquat. On va dire ça comme ça.
Cela me semble un peu plus adéquat. Bref, je reprends. Si les socialistes ont été ici remplacés par les anarchistes, ce qui me fascine davantage, c'est la différence entre bandidos, bandits, burgueses, bourgeois. C'est vrai que ça aussi, c'est des petites différences qui sont notables et signifiantes. N'ayant trouvé aucune trace de la chanson, et donc aucune avec l'emploi du terme bandidos, je ne peux m'empêcher de me demander, cette version existait-elle réellement? Pourquoi l'avoir adulcorée en refusant de nommer expressément les figures dominantes? Ou s'agit-il simplement d'une tendre erreur issue de la mémoire infantile de la Tia Pili, qui était très jeune quand elle l'a appris? La mémoire et la façon dont elle se transmet me fascinent, et je crois que la transmission des chansons est particulièrement passionnante. Car nous sommes relativement peu à savoir lire, et encore moins écrire, des partitions musicales. Alors, la plupart des chansons se transmettent à l'oral. Leur mélodie est marquée par un héritage culturel. Leurs paroles gardent la trace d'une époque. En devenant anarchiste, j'étais loin d'imaginer que j'avais dans mes veines l'héritage d'une famille de lucadores, de combattants. Hilaria ne se limitait pas à transmettre des chansons. La Tia Pili se souvient qu'enfant, elle accompagnait sa mère à des meetings socialistes à Donostia. L'engagement de Pepe, de Tsiki, de Manolo ne venait évidemment pas de nulle part. La plupart des histoires que je connais à présent sur ma famille m'ont été transmises par des personnes auxquelles la Tia Pili avait parlé, car c'est la seule de la famille à ne pas avoir connu la loi du silence. C'est la seule à avoir vécu suffisamment longtemps pour que son témoignage ait pu parvenir jusqu'à moi. Étant la cadette, son témoignage ne concerne malheureusement pas la jeunesse d'Hilaria, ni sa vie avec Manuel. Cependant, j'en déduis que les positionnements politiques de Manuel et de sa famille et de celle d'Hilaria étaient en cohérence avec ceux de la génération de Pili. Victorio Rezola, le père d'Hilaria, était ouvrier. Hilaria avait connu ce milieu, par conséquent celui des grèves, des mouvements sociaux, depuis son enfance. Par exemple, elle avait été particulièrement en contact avec les mineurs syndicalistes basques. Apparemment, elle racontait des histoires sur Facundo Perezaga, leader socialiste de Biscaya, fondateur de la Agrupación Socialista de Bilbao. Le 13 mai 1890, quelques jours après le 1er mai, débute la grande grève des mineurs. Des milliers d'ouvriers se mettent en grève. Cet événement marque le début de l'essor du Parti socialiste en tant que parti de masse dans une bonne partie du Pays basque. Pour la prima Marta, il n'est pas impossible qu'Hilaria ait personnellement connu Perezuaga à la manière dont elle en parlait. Peut-être pas intimement, mais il a dû être présent à l'un de ces fameux meetings auxquels mon ancêtre se rendait avec les enfants. Tout cela, et en fait presque toute mon histoire familiale, je ne l'ai appris que récemment. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été transmis automatiquement, au fil du temps, dès mon enfance. D'ailleurs, j'ai moi-même fini par apprendre beaucoup de ces choses à mon père car il les ignorait. On ne lui avait jamais raconté. Il n'a probablement jamais eu la curiosité de demander. L'intime est politique, comme on dit. Mais il est fascinant de constater que parfois, peut-être souvent, c'est la politique qui amène la rencontre avec l'intime, notre histoire, notre héritage, notre vécu. Parce que j'ai rencontré les milieux féministes et anarchistes et que je me suis intéressé à l'histoire et à la théorie, que je finis par vouloir savoir, connaître, comprendre ma propre histoire familiale. J'ai voulu poser la question silencieux. Que os pasa en la guerra? Que vous est-il arrivé pendant la guerre? Je ne pouvais évidemment pas la poser aux premiers et premières concernés. Alors j'ai interrogé les traces qu'ils ont laissées, les souvenirs toujours en vie, la mémoire de ceux qui les ont connus. Et oui, en recontextualisant le tout à partir de données historiques générales, toujours de l'intime au politique, du politique à l'intime, des histoires à l'histoire. Los tíos Tsiki, Manuel, Pepe existent ailleurs que dans la mémoire de ma famille. Au-delà de la popularité acquise par Tsiki après la guerre, les noms des 3 frères apparaissent dans des archives et des documents de différentes natures, comme nous avons pu l'observer. Il s'agit souvent de détails pouvant sembler insignifiants, ils permettent pourtant de les situer dans des espaces-temps, de confirmer ou de nuancer les récits hérités par la transmission des souvenirs. Les femmes de ma famille, elles, semblent ne pas avoir l'existence au-delà des murs de notre foyer. Je n'ai à ce jour trouvé aucune trace d'elles, ni si ce n'est le nom d'Hilaria dans les fiches pénitentiaires de ses fils. Pourtant, leurs vies ont été riches en émotions. Il ne s'agit pas là de femmes qui sont restées enfermées dans leur foyer. Même en ce qui concerne l'enfermement d'Hilaria et de la Tia Lola dans la prison d'Ondarreta, je n'ai pour l'instant trouvé aucun document s'y référant, et c'est pourquoi je ne suis pas en mesure de préciser la date, ni la durée exacte de l'enfermement, ni de fournir des détails comme j'ai pu en trouver pour El Tío Manuel. Il semblerait que déçue de la politique des gouvernements successifs après la fin de la dictature, la Tia Pili soit quelque peu anarchisée, ou se soit en tout cas éloignée de l'illusion selon laquelle on pourrait finir la révolution par le biais d'une démocratie bourgeoise et représentative. Et Tia, je l'aurais adoré. Ou je l'adore, tout simplement.
Parfois, j'entends mon père parler des tantes de mon grand-père, échanger à leur propos avec d'autres membres de notre famille. Quels que soient les désaccords entre nous, il semble que tous dans la famille se rejoignent sur un point. La manière dont ils parlent de ces femmes, las tias, les tantes de mon grand-père, les sœurs de mon arrière-grand-mère, Conchi, les filles d'Hilaria. Elles avaient déjà atteint un certain âge au moment où mon père les côtoyait. Señoras, comme on dit chez moi. Mais il est impossible d'entendre leur nom sans faire référence à leur modernité, à leur ouverture, à leur intelligence. Des femmes en avance sur leur temps, me dit-on. Des êtres dont les idées auraient apparemment été perçues comme trop radicales, même aujourd'hui, plusieurs décennies après leur décès. De l'admiration. C'est ce qui se dégage automatiquement de la voix de celles qui les ont connues quand elles parlent d'elles. Une admiration latente, un profond respect. Et attention, leur modernité ne les empêcha nullement d'être des femmes de leur temps, imprégnées de valeurs véhiculées par celles-ci, et donc d'avoir aussi des comportements patriarcaux. Mais lorsque l'on connaît l'avancée des esprits du peuple alors, pour les questions liées aux travailleurs, aux femmes, pouvons-nous vraiment les considérer en avance sur leur temps? Peut-être étaient-elles tout simplement en accord avec lui. Ce sont peut-être les générations postérieures marquées par le franquisme qui furent en retard. Est-ce que leur mode de pensée était exceptionnel? Ou finalement n'était-ce plutôt que courant pour leur époque? Ça d'ailleurs, j'aimerais bien revenir dessus un instant. Ça me semble particulièrement important. Il y a une vision qui est une vision occidentale, qui est qu'on va forcément vers le progrès. Nous n'allons que vers le progrès. Systématiquement, nous progressons. Or, c'est claqué au sol. Voilà, disons-le de manière assez claire, c'est claqué au sol. Bien sûr que non, que l'évolution n'est pas une évolution qui est toujours positive, qui va toujours vers du mieux, vers même une évolution, quoi. Parfois, on régresse. Il y a des époques, notamment politiques, qui régressent. Et en fait, ça me semble particulièrement important de voir là ce passage-là, parce que quand vous avez Irénée qui revient et qui dit, bah, en fait, on dit à chaque fois qu'elles sont en avance, mais peut-être pas qu'elles étaient en avance, c'était juste raccord à leur temps. Et par contre, ce sont celles qui sont venues depuis derrière, qui sont peut-être à la ramasse. Bah, moi, ça me semble important de dire que, bah oui, en fait, c'est plutôt probable. Probable parce que c'est ce qu'on voit, la régression. C'est ce qu'on voit justement des backlash, des retours en arrière quand justement il y a des avancées, des gens qui appellent, qui ont besoin qu'on mette, on va dire, à jour, qu'on mette d'actualité nos environnements sociaux, politiques, etc. On voit justement une régression opérée avec toutes les personnes qui ont un intérêt à ce que ça ne change pas et qui vont faire tout ce qu'il faut pour que ça ne change pas. Et vraiment, ça me semble important de le dire, de le notifier, quoi. Je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont à la ramasse. Quand je vois typiquement des discours politiques tenus par des gens de ma famille, très franchement, ils sont pas en avance, hein, ils sont pas dans leur temps, ils sont en retard, ils sont en putain de retard. Et surtout quand tu vois ça en comparaison avec des événements sociaux qu'ils ont pu connaître de leur vie, leurs grands-parents, enfin leurs pères, parents, etc. ont pu connaître. Et que eux sont passés à côté en fait, que eux sont arrivés en retard parce que justement on a pris du recul, on est revenu sur des choses. Quand je vois qu'il y a quand même eu des avancées sociales à différents niveaux et qu'aujourd'hui on en est là où on en est à faire sauter tous les acquis sociaux et qu'il y a tout un tas de gens qui voient pas le problème, je suis désolé mais c'est pas les gens des années, je sais pas moi, 40 qui ont combattu le fascisme, qui ont combattu les nazis, etc. qui étaient en avance. Non, ils étaient raccords à leur temps. Par contre, les générations qui sont venues depuis et qui combattent activement pour individualiser à peu près tout, pour mettre du capitalisme à outrance, etc., qui ont les pires moves avec les minorités, soit les personnes racisées, les personnes handy, les personnes LGBT, etc., pour moi, c'est elles, en fait, qui sont à la bourre. Genre, grave à la bourre, qui ont pris du retard, alors que, justement, les gens d'avant étaient pas en retard, quoi. Donc, il y a quand même un point qui me semble vachement important dans ce qui vient d'être dit, et je sais pas si vous avez un peu ce sentiment-là aussi, si c'est des réflexions qui ont pu vous traverser également. Mais j'avoue que moi, ça fait vachement écho à, justement, à des choses qui déjà m'avaient tilté et m'avaient, on va dire, attiré mon attention dans cette manière de penser le monde et de penser les gens. Enfin, je sais que typiquement, un autre truc qui, moi, m'agace beaucoup, il y a des gens qui me disent de moi que oh là là, je suis trop radical, je suis trop en avance, etc., que justement je tire les autres vers l'avant, et je suis en mode en fait non, je trouve pas. Personnellement, je me trouve assez commun, assez médiocre même, hein, sur plein de points. À mon sens, c'est plutôt qu'il y a tout un tas de personnes qui tirent vers l'arrière, qui tirent en retard, et c'est plutôt ça le problème. Enfin, genre vraiment, j'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui est particulièrement en avance, encore une fois, du tout, hein. Au contraire, hein. Il y a plein de points où je pense que je suis vraiment pas bonne, hein. Genre vraiment pas du tout en avance. Et ça me fait vraiment du coup un gros écho avec ce qui vient d'être dit, quoi. Bref.
Je reprends. Presque un siècle après, moi, leur descendante, leur héritière, je suis fier d'être féministe et libertaire. Je ne sais ce qu'il en aurait été à l'époque, si j'aurais suivi les pas de mes proches du côté de l'ANV, ou si je me serais davantage retrouvé avec les anarchistes basques tels que Félix Liquignano, Manuel Chiapuzzo et bien sûr Casilda. Nul ne le saura jamais. Mais je sais qui je suis aujourd'hui. Et c'est de ce combat, non pas hypothétique mais bien réel, dont j'aimerais vous faire part ici. On arrive dans une nouvelle partie. L'anarchisme comme une évidence. La liberté est la mère de l'ordre et non sa fille. Pierre-Joseph Proudhon. Mon premier livre anarchiste, je l'ai acheté il y a 3 ans. Hier, en quelque sorte. C'est à la librairie La Cannibale à Barcelone. Quelque temps avant, j'ai commencé à m'intéresser au mouvement, en lisant quelques articles trouvés sur internet, mais sans vraiment approfondir. C'est pas ce que je craignais, mais j'avais l'impression de frôler un fruit interdit. 3 ans après, 3 ans qui ne sont rien et qui sont tout à la fois des dizaines de livres de théorie et d'histoire anarchiste plus tard, je m'observe ce jour-là du printemps 2019 et je me trouve presque ridicule. Ridicule car mon corps entier était en tension quand je parcourais cet objet du bout de mes doigts. Ridicule de penser que je bravais un interdit en me dirigeant vers la caisse, comme si j'ouvrais une porte que je ne pourrais plus jamais refermer. Peut-être était-ce vraiment le cas. Après, avec une couverture bleu pastel, une sobriété qui n'était interrompue que par la petite rose noire dessinée dessus, le livre qui deviendra ma propre boîte de Pandore était signé de celle que le FBI déclara la femme la plus dangereuse d'Amérique. J'ai nommé Emma Goldman, et son livre s'intitulait Feminismo y Anarchismo. Comme c'est probablement le cas pour la plupart des gens qui lisent ces lignes, l'idée d'anarchie ne m'avait été décrite qu'en 2 termes, chaos et utopie. Ah bah ça c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très régulièrement. Dès que tu parles d'autogestion et compagnie, il n'y a plus personne. Genre vraiment, tu as une vision de l'anarchie qui est tellement éclatée au sol. C'est usant d'ailleurs. C'est particulièrement usant. Parce que nous, justement, qui sommes anarchistes, qui justement travaillons ces idées-là, être toujours ramenés à cette vision qui est non seulement essentialisée, mais éclatée au sol, qui ne correspond à rien. Genre juste vraiment, mais n'a aucun sens. Ça me fume. Ça me fume. Et c'est constant. Pour le coup, c'est pas quelque chose qui est genre une fois de temps en temps, comme elle le dit, Irénée, c'est genre vraiment systématique. Tu parles d'anarchie, on va te dire chaos. Et éventuellement, de temps en temps, on va te dire utopie. Et on va te dire surtout chaos. On va te dire que c'est les gens qui ne sont pas réalistes. On va te dire que ce sont des rêveurs, des idéalistes, qui n'ont pas conscience du réel, qui manquent de pragmatisme, etc., qui foutent le zbeul. Enfin, on a un peu tout et n'importe quoi, mais on n'a surtout jamais ce qu'est vraiment l'anarchie. Un peu dommage. Mais bon, bref. Il est fascinant de voir que l'anarchisme est si souvent qualifié par ces mots qui, en réalité, sont si éloignés l'un de l'autre. Le chaos renvoie au désordre, à la confusion. C'est l'idée du bordel, d'une désorganisation massive, un désastre, un débordement, un cataclysme, une dévastation. De son côté, Utopie renvoie à un idéal inatteignable du fait de sa perfection. Utopie est le songe, le rêve, l'illusion. Alors, l'anarchie est-elle un idéal impossible à réaliser ou un cataclysme à éviter ? La tension entre ces 2 termes reflète la manière dont la philosophie anarchiste continue de hanter nos esprits. Anarchisme, tout le monde a un avis dessus, mais peu seraient capables d'en fournir une définition. En me basant sur mes lectures, c'est eux qui l'ont théorisé au fil du temps, je vais tenter de vous expliquer le concept et son historicité. Non pas pour vous convaincre d'adhérer au mouvement, mais surtout pour vous donner l'opportunité de construire votre propre avis éclairé sur la question. Et je crois que c'est précisément là, dans le fait de défendre une pensée libre et éclairée, que réside toute la beauté d'être anarchiste. Je ne le dirais pas mieux. Je ne le dirais pas mieux. C'est d'ailleurs tout le travail que moi, par exemple, j'essaie de faire ici, sur Twitch, sur YouTube, c'est de vous donner des éléments, mais que vous avez toute liberté de choisir de prendre, de saisir, de réfuter, de retravailler, d'en avoir rien à foutre, etc. Et c'est en ça, justement, que s'exprime ma volonté anarchiste, que s'exprime mon militantisme anarchiste. Je suis là pour vous donner mon point de vue, pourquoi est-ce que je crois ça, comment est-ce que je crois ça, et échanger avec vous là-dessus, pas vous imposer quoi que ce soit, pas vous apprendre quoi que ce soit. C'est à vous de choisir d'en faire quelque chose ou pas, d'écouter ou pas, etc. Et en fait, c'est vraiment ça le point clé. Pour ça, si vous prenez par exemple mon podcast, pour l'instant, j'ai fait qu'un seul épisode, mais dans cet épisode, notamment, je conclus sur ça. Le fait que, parce qu'on parle donc du coup de comment construire ensemble. Et la fin de mon podcast, juste, je dis que concrètement, là, ce que j'ai expliqué dans le podcast, c'est juste ma manière de faire.
mais que c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Qu'en fait, j'ai pas d'avis à vous donner sur comment construire quelque chose. Moi, je peux juste vous dire comment moi je construis quelque chose. Et c'est tout, et c'est déjà bien. Et vraiment, ça s'applique à tout en fait dans l'anarchie. À mon sens, le fait d'être anarchiste, c'est juste respecter les uns et les autres et co-construire ensemble les uns et les autres avec nos différences aussi. Alors encore une fois, hein, je le répète, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi de tout et n'importe qui. Hein. Les fascistes peuvent aller se faire cuire le cul bien comme il faut. LE ne partage rien avec moi et je ne veux certainement rien partager avec LE non plus. Mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Vous voyez un peu l'idée. Je reprends. On a tendance à attribuer la paternité de l'anarchisme en tant que philosophie à Pierre-Joseph Proudhon. En 1840, celui-ci publie un ouvrage intitulé « Qu'est-ce que la propriété ?» Rapidement, le livre devient une référence majeure. Une expression en particulier marquera les esprits. La propriété, c'est le vol. Avec ces quelques mots, Proudhon désigne la propriété, celle des ressources, du capital, des moyens de production, comme une des principales causes des inégalités sociales entre les classes. C'est également dans cet ouvrage que Proudhon va, le premier, dire « Je suis anarchiste ». Si le mouvement anarchiste trouve donc une partie de ses origines théoriques dans la pensée de Proudhon, il serait erroné de croire « Et bonjour, du stream. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Mais je ne savais pas que tu streamais, camarade. » Oui. Abraxos-Base Nancy vient aider la forêt avec 9 spectateurs. Oui. Et bienvenue et bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, en tout cas aussi bien que possible. Merci beaucoup Abraxas pour le raid. Je ne savais pas du tout que tu streamais. Tu ne m'avais jamais dit que tu streamais. J'espère que du coup ça va bien, que le live s'est bien passé. Oui, bienvenue. Tu es désormais une acolyte des illustres fougères et ça c'est beau. Bienvenue à toi Yuva. J'espère que tu vas bien aussi bien que possible. Du coup, bonjour, moi c'est Rézu, voilà, je suis une personne non-binaire qui fait du coup de beaucoup de choses sur Twitch, Twitch étant mon activité principale. Aujourd'hui on est en pleine lecture, pour faire un petit peu de politique et de vulgarisation de sciences humaines et sociales. Ah que coucou, j'étais pas là mais maintenant je suis là. Eh bien le bonjour et merci beaucoup pour le raid. Mais du coup, je te disais que je ne savais pas que tu streamais, Abraxas. Tu m'as jamais dit que tu streamais. Du coup, je me suis permis de faire un petit shoutout et de mettre un follow au passage. Mais je ne savais pas du tout que tu streamais. Je ne savais pas que tu créais du contenu en ligne, en live, s'entend. Mais du coup, merci beaucoup pour le raid. Pour reprendre, donc du coup, et bonjour, Cham Caillou, bienvenue à toi également. J'espère que tu vas aussi bien que possible. Actuellement, donc, on est sur un live lecture de sciences humaines et sociales politiques. On est sur la lecture d'Irénée, Hilaria, récit intime pour un féminisme révolutionnaire. Là, on en est plus précisément, globalement, vers la fin. On est chapitre 4 et il ne reste que la conclusion après la fin de ce chapitre. Nous sommes dans ce chapitre 4 sur féminisme et anarchisme. Pourquoi est-ce que le féminisme doit être anarchiste ? En quoi c'est une... comment dire ? En quoi c'est un contre son camp que de ne pas être sur tous les fronts en même temps. Quand on se bat pour une minorité, il faut forcément se battre également pour les autres minorités. C'est tout le propos. Donc chacune des parties de Hilaria, en fait, revient sur le fait que le féminisme doit se conjuguer avec le reste. Et merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Tu es, selon l'Académie des vieux croutons français, acolyte des illustres fougères, Cham Caillou. Oui, bienvenue. En fait, chaque chapitre va expliquer pourquoi c'est une nécessité quand on se bat en fait contre les oppressions. Pourquoi est-ce qu'on doit se battre contre toutes les oppressions ? Pourquoi on ne peut pas en laisser de côté ? Typiquement, le début, c'est pourquoi est-ce que le féminisme ne peut pas être un féminisme blanc ? Pourquoi il ne faut pas faire du féminisme blanc ? Parce que si on ne combat pas également en fait contre les violences qui sont tout simplement les violences contre les personnes racisées, en fait ton féminisme il est éclaté au sol. Tu feras que de la merde, tu feras que reproduire toujours systématiquement des oppressions. Donc forcément, si tu es sur des combats féministes, tu dois être également sur des combats contre les violences racistes. C'est une nécessité. Après, on est allé sur d'autres points, et au fur et à mesure, en fait, à chaque fois, au cours de l'ouvrage, on va revenir sur le fait que le féminisme doit se conjuguer avec la lutte de toutes les autres oppressions, tout simplement d'être intersectionnel.
qu'on ne peut pas juste faire un féminisme tronqué où on s'occupe que de la moitié. Sinon, ça sert à rien, c'est de la merde, et on met toujours les mêmes gens sous le bus, et c'est nul. Voilà. Je stream pas depuis très longtemps. Ah, c'est peut-être pour ça aussi. Du coup, j'ai hâte de venir voir ce que tu vas faire, en vrai de vrai. J'ai hâte de voir ça. En dehors de ça, sinon, donc, qu'est-ce que je fais moi sur ma chaîne ? Je fais plein de trucs. Je fais aussi beaucoup de vulgarisation de sciences humaines et sociales, parce qu'à la base, moi, je suis psychologue social du travail des organisations. Je fais beaucoup de jeux vidéo, surtout des jeux de gestion stratégie en particulier. Je stream tous les jours, du lundi au vendredi inclus, de 10h du matin à plus ou moins 17h. Voilà, c'est à peu près mes horaires. Ici, c'est un stream qui est anarchiste, donc très évidemment à gauche, genre très 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 à gauche. Il n'y a pas spécialement de modération dans le sens où il n'y a que moi qui ai les droits de modération. Je ne banne pas à vue, mais attention, si je signale qu'il y a des comportements pas ok, des paroles pas ok, il faut réagir très vite, parce que à contrario, si je vois qu'il n'y a pas du tout de remise en question, il n'y a rien qui est fait, le ban il tombe très vite derrière, donc il n'est pas automatique, mais il est rapide. Que vous dire d'autre ? Salut, c'est la commune des Fougères, j'espère que vous vous sentirez bien parmi nous. Voilà. Je vais reprendre ma lecture. Donc là, on en était sur qu'est-ce que l'anarchie, d'où c'est venu, comment ça s'est construit. Et donc, on vient de faire le récap que globalement, on attribue assez facilement la paternité de l'anarchie à Pierre-Joseph Proudhon, mais parce que voilà. Si le mouvement anarchiste trouve donc une partie de ses origines théoriques dans la pensée de Proudhon, il serait erroné de croire que son idéologie en est entièrement en accord avec la forme que le mouvement a pris par la suite. Par ailleurs, paradoxes dont il fait preuve tout au long de sa vie lui ont valu des admirateurs et détracteurs, à droite comme à gauche. En dépit des apports théoriques importants et indéniables de Proudhon, sa personnalité pourrait être longuement critiquée. Épuisé de le voir constamment idéalisé, je refuse de parler de lui sans rappeler son antisémitisme notoire, sa profonde misogynie. En effet, Proudhon attribuait l'existence du capitalisme et en général de tous les maux à la communauté juive, qu'il a attaqué à plus d'une occasion, avec un racisme décomplexé. D'autre part, Proudhon est aussi l'auteur du livre « La pornocratie » ou « Les femmes dans les temps modernes », probablement le pamphlet le plus misogyne que vous aurez jamais lu. Pour s'en tenir à la généalogie classique, l'anarchisme en tant que mouvement de masse va surtout s'organiser après, ou plutôt avec, les apports théoriques de Mikhail Bakounine, puis de Pierre Kropotkin. Né au sein d'une famille d'aristocrates russes, Bakounine commence à s'intéresser aux idées socialistes en étudiant la philosophie. Faisant très vite preuve d'un caractère indiscipliné, c'est en arrivant en France qu'il rencontre les idées de cet anarchisme naissant. Contrairement à beaucoup de théoreticiens qui écrivent enfermés dans leur bureau, Bakounine parcourt l'Europe afin de rejoindre et de prendre part à différentes insurrections tout au long de sa vie. Ces différents personnels et politiques avec Karl Marx donnent naissance à une rivalité historique entre les marxistes et les anarchistes, et non sans raison. Ici on est anard, hein, voilà, je précise quand même, mais ici on est très très fort anard. Du coup les marxistes, c'est genre bravo, vous avez fait la moitié du travail, maintenant faites l'autre moitié du travail. Celle où vous arrêtez de mettre toujours les mêmes sous les roues du bus. Voilà, précisément. Parce que vraiment, si votre travail, on va dire, en tant que coco, en tant qu'anarchiste, etc., c'est de continuer à faire du spécisme, c'est continuer à faire du racisme, etc., flemme, hein. Vraiment flemme. Hein. grosse flemme. Hein. On attend mieux. Hein. On attend mieux. Hein. Vraiment, hein. Premier degré, on attend mieux. Hein. Bref, anyway. Les deux appartenaient à l'Association internationale des travailleurs, AIT, plus connue sous le nom de Première Internationale. En 1869, celle-ci est donc divisée entre les partisans de Bakounine, adeptes d'un socialisme anti-autoritaire, et les partisans de Marx, qui défendent une gestion centralisée de l'organisation. Vraiment, il faut détruire l'État, hein. Faut arrêter. Hein. En 1872, Bakounine se rend sur l'invitation de la Fédération jurassienne, représentante de l'anarchisme en Suisse, à Saint-Imier. Là-bas se tient alors le congrès de Saint-Imier qui donnera naissance à l'international anti-autoritaire. Les idées défendues par l'organisation se répandent rapidement en Europe, rencontrant un terrain particulièrement fertile en Espagne. Comme toute idéologie, l'anarchisme sera rapidement décliné en plusieurs courants, influencés par le contexte sociopolitique, les traditions ouvrières de chaque lieu.
Dans mon pays, les idées anarchistes seront largement théorisées et diffusées par des figures comme Anselmo Lorenzo, Soledad Gustavo, Teresa Claramunt, Federico Urales ou encore Francisco Ferrer, pour n'en citer que quelques-uns et quelques-unes. Contrairement, c'est en 1868 que l'anarchisme fait son apparition dans la péninsule, soit 70 ans avant l'avènement de la révolution anarchiste espagnole, dont nous parlerons par la suite. Si bon nombre d'anarchistes se sont intéressés à la révolution qui a eu lieu dans mon pays en 1936, ils sont peu à connaître les 7 décennies de lutte qui la précédèrent. Or, toute la réussite de la révolution réside là, comme le rappelle Martha Hackelsberg. Les années allant de 1868 à 1936 ont servi de préparation pour la révolution sociale qui éclata en réponse à la rébellion des généraux contre la République espagnole en juillet 1936. Les luttes qui furent menées pendant ces années-là changèrent le visage de la société et de la politique espagnole, tout comme la conscience et la perception qu'avaient d'elles-mêmes les personnes qui y participèrent. Comme l'ont signalé les propres anarchistes espagnols, les révolutions qui ne surviennent pas de rien. Elles ont besoin d'une base ample et forte. Du point de vue de l'organisation, cette base fut créée durant ces 70 ans qui commencèrent en 1868, l'année dans laquelle l'anarchisme fut officiellement introduit en Espagne. Connaître les origines pour comprendre les répercussions. L'anarchisme, comme le marxisme, prend ses racines dans le socialisme. Les 3 mouvements ont au final le même objectif, une société sans classe ni État. Dans son essai sur l'anarchisme, Daniel Guérin résume les choses ainsi. Anarchiste, en effet, est avant tout synonyme de socialisme. L'anarchisme est en premier lieu un socialiste qui vise à abolir l'exploitation de l'homme par l'homme. L'anarchisme n'est pas autre chose qu'une des branches de la pensée socialiste. Une branche où prédomine le souci de la liberté et la hâte d'abolir l'État. Pour Adolf Fischer, l'un des martyrs de Chicago, tout anarchiste est socialiste, mais tout socialiste n'est pas nécessairement un anarchiste. Et clairement, je suis assez d'accord là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis assez en contre avec tout ce qui est les socialistes, etc. Notamment, évidemment, le Parti socialiste en France, mais de manière plus large aussi, avec par exemple des mouvements comme le Parti communiste français, etc. Tous ces groupements-là, moi j'y crois pas. J'y crois pas parce qu'en fait, il y a toujours une vision étatiste. Et le problème, c'est qu'une vision étatiste est forcément une vision qui, de près ou de loin, va se baser sur des fonctionnements qui vont écraser au moins une partie des gens, au moins une partie des minorités, à minima. Et ça, c'est un truc qu'on voit de manière très récurrente. Enfin, à un moment donné, quand moi, je vous dis que notamment, je crois zéro en l'intérêt, on va dire, d'une structuration politique qui est centrée autour de LFI à la présidence, c'est pas sans raison. Parce que LFI fera tout autant de moves nuls à chier que n'importe quel autre parti politique, puisque c'est la structuration même de l'État qui pousse à faire de la merde. Et bon, après, au-delà de ça, LFI est connu pour être assez à la ramasse sur un certain nombre de problématiques. Le libre arbitre existe-t-il? Ça dépend. Qu'est-ce que tu entends par là? Puis c'est pas vraiment le sujet ici, mais mais en soi, ça dépend de ce que tu entends par là. Est-ce que tu parles du fait d'avoir un libre arbitre parce que toute chose est égale par ailleurs? Non, parce qu'on est dans des sociétés qui sont oppressives et où du coup il y a des conditions, il y a des choses qui sont possibles, des choses qui ne sont pas possibles, où on prend des conséquences à faire ou ne pas faire certaines choses, etc. Est-ce que le libre arbitre, en tant que tu as le choix de quand même te mettre en contre malgré les conséquences, etc. Bah oui, ça existe, mais en fait, encore une fois, tout est une question de qu'est-ce que tu places, et en fait, c'est pas le point important. On s'en fout du libre arbitre, c'est pas la question. En général, c'est juste pas la question. La question, c'est déjà qu'est-ce qu'on fait en fait au jour d'aujourd'hui, là tout de suite maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ce qu'on fait est bien? Est-ce que ce qu'on fait est pérenne? Est-ce que ça va vers du bon? Est-ce que ça va vers du mieux? Est-ce qu'on écrase des gens à côté? Est-ce qu'au contraire, on aide des gens à côté, etc., etc. C'est ça qu'il faut remettre en question, c'est ça qu'il faut questionner, c'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut essayer éventuellement de construire à partir. C'est plus ça qui est pertinent. Et bonjour Disto, c'est ici que le PC marche. Alors oui, le PC marche par furtivité random jet d'esquive. En gros, le PC est complètement buggé parce que la mise à jour de Windows, la dernière mise à jour de Windows fait tout planter. Mais du coup, j'ai annulé, j'ai supprimé manuellement la mise à jour Windows et du coup, j'ai bloqué les mises à jour pendant 5 semaines et j'espère très très fort que dans les 5 semaines qui arrivent, ils vont réussir à faire un patch qui va régler le problème causé par cette mise à jour. Parce que du coup, il y a plusieurs personnes qui font cette mise à jour qui ont des problèmes.
Donc c'est pas que moi, hein, mais c'est très relou. C'est très très relou, donc on va espérer qu'il y a un patch qui sort. Et je peux pas le bloquer plus de 5 semaines, donc ça c'est ultra ultra frustrant. Parce que bon, on verra bien quoi. Malheureusement, dans 5 semaines, il va forcément me relancer à nouveau la mise à jour. Après, peut-être que dans 5 semaines, je pourrais lui dire attends, tu rebloques pendant 5 semaines. Faut mettre plus d'encens devant la rame, c'est ça, on va faire du Adeptus Mechanicus à la Warhammer 40k. Allez, esprit de la machine, réponds-moi s'il te plaît. Enfin. Allez, je reprends. J'en étais où? J'en étais là. Ce qui diffère entre ces courants est plutôt de l'ordre de la stratégie, des moyens par lesquels ils entendent arriver à leur fin. Si, traditionnellement, le marxisme défend l'idée qu'il doit y avoir une période provisoire de dictature du prolétariat, soit une période pendant laquelle l'État continue d'exister mais sous un contrôle du prolétariat avant de faire la révolution, l'anarchisme pense que toute forme d'autorité doit être directement abolie. Pour l'anarchiste, le concept de liberté est crucial, celui d'anti-autoritarisme est essentiel. Dans une citation célèbre, Bakounine disait « Prenez le révolutionnaire le plus radical et placez-le sur le trône de toutes les Russies ou confiez-lui un pouvoir dictatorial et avant 1 an, il sera devenu pire que le tsar lui-même. » Et je suis assez d'accord. Encore une fois, c'est une question de structuration. Question de contexte. Si tu mets quelqu'un dans un état, dans une situation où il a tout pouvoir, etc., ça ne peut produire que de la violence, que de la merde. Ce n'est pas bon. Il faut diluer le pouvoir. Il faut casser l'autorité, en fait. C'est une nécessité. Genre vraiment. Je reprends. La révolutionnaire française Louise Michel, figure majeure de la Commune de Paris, se positionnait également contre tout pouvoir et autorité. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Un autre aspect qui différencie traditionnellement marxiste et anarchiste. C'est le lieu où se situe l'organisation révolutionnaire. Pour Marx, la révolution serait surtout le fait des ouvriers des usines. Les anarchistes attribuent également un rôle majeur aux paysans, aux chômeurs, de même qu'ils placent également l'organisation révolutionnaire dans les lieux de vie, et non pas uniquement dans les lieux de travail. Oui, parce que c'est bien de sortir du travaillisme aussi. Hein. C'est bien de se rendre compte en fait que le travail c'est pas tout, loin de là. Bien au contraire. Mais bon, bref, anyway. Nombreux sont ceux qui définissent l'anarchie par l'absence de règles, ce qui justifierait les accusations de chaos inévitable. Pourtant, selon l'étymologie grecque où ce terme plonge ses racines, l'archès ne signifie pas par règle, mais bien pouvoir ou autorité. C'est donc bien l'absence de pouvoir que défendent les anarchistes, non pas l'absence de règles. Quand l'anarchisme a pris racine dans mon pays, un autre terme est vite devenu en vogue, peu connu en France et de nos jours. Akrata, akrate en français, qui est un synonyme d'anarchiste, du grec kratos, la force, le pouvoir, préfixe a désignant l'absence de. Et bonjour Gentlemad, j'espère que tu vas bien, en tout cas aussi bien que possible en cette belle journée. Je continue. Quoique, je me permets de faire un petit point. Pour celles qui typiquement ne connaissent pas et ne savent pas ce qu'est l'anarchie, je trouve que là, ce passage-là le définit relativement bien. Hein. C'est que vraiment le point à prendre en tête, vraiment de comprendre, c'est que l'anarchie, ce n'est pas une absence de règles, hein, parce qu'encore une fois, l'anarchie, à chaque fois que tu parles du fait que tu es anarchiste ou quoi, le premier truc que tu prends dans la gueule, c'est « Ah mais tu veux le chaos ! Tu veux le chaos ! Ah là là !» Ou alors... je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Ou après, le chaos, c'est de venir dire ah mais en fait, c'est parce que vous n'êtes pas réaliste, en fait, vous êtes des idéalistes, et puis d'autres conneries du même genre. Mais en fait, c'est pas ça. Ça n'a jamais été ça. L'anarchie, ce n'est pas le chaos. L'anarchie, c'est l'absence de pouvoir, l'absence d'autorité centralisée, etc. C'est le fait de justement co-créer, de faire du commun, de créer ensemble. Tous les humains sont-ils égaux fondamentalement? Pareil, c'est comme la question du libre arbitre, ça dépend d'à quel point tu te places. Est-ce que tu te places sur le point de vue de factuellement, dans la vie de tous les jours, dans des sociétés oppressives, est-ce que les gens sont égaux? Non. Non, parce que le racisme, parce que le patriarcat, parce que le validisme, parce que 36 000 choses. Non, les gens ne sont pas égaux. C'est un constat. Est-ce que l'humanité, de manière générale, devrait être égale? Oui, déjà beaucoup plus, en fait. Et ça, là-dessus, oui, je pense que les gens doivent être égaux. Parce que les gens sont égaux dans le sens où, d'un point de vue plus... comment dire? Non, en dehors d'un cadre oppressif, oui, les gens sont égaux et devraient être égaux. Mais en fait, voilà, ça fait 2 fois que tu sors un truc qui est un peu hors sujet et que ça commence à sentir le silioning.
En toute franchise, si t'es juste là avec des points de vue naïfs, bon bah pourquoi pas. Naïf dans le sens qu'il ne connaît pas et qui veut éventuellement creuser la question, etc. Mais je te conseille plutôt d'écouter, du coup, que de poser des questions qui sont, pour le coup, pas vraiment en rapport avec ce qu'on raconte, ce qu'on lit, et qui risquent surtout de me faire, du coup, déblatérer dans une autre direction que celle de la lecture, et du coup, me faire perdre des ressources et du temps, etc. Et de même pour les gens du chat. Encore une fois, je suis pas spécialement fermé du tout à l'idée d'échanger avec les gens. Au contraire, c'est même pour ça que je fais du Twitch. Mais des questions comme ça, en fait, n'ont pas de pertinence. Pour ainsi dire, ça n'est pas pertinent de rester sur ça. Enfin, je ne suis pas une chaîne de philosophie. Voilà, je vous le dis de manière très concrète. Ici, je ne fais pas de philosophie. Ici, je fais du militantisme, je fais de la politique, je fais de la vulgarisation de sciences humaines et sociales, etc. Ça oui, clairement. Si vous voulez des questions philosophiques, si vous voulez des points de vue philosophiques, avec tout le recul de Jean-Michel Gros-Cerveau, etc., allez plutôt voir des chaînes de zététiciens, qui d'ailleurs au passage sont nuls et éclatés au sol, parce que justement, ils sont juste avec leur gros cerveau en train de se poser des questions, alors qu'à côté, ils sont toujours en train de faire fonctionner et d'avoir des fonctionnements qui sont oppressifs, etc. Pas vraiment très pertinent, on va pas se mentir. Enfin voilà, moi je pense qu'on a autre chose à faire que de se poser des questions philosophiques, etc. Je pense que vraiment, on a mieux à faire. Je reprends. Le poète anarchiste John Henry Mackay, Mackay, ouais, je pense que ça se dit Mackay, mais j'ai un doute, disait dans un de ses plus célèbres poèmes « Je suis un anarchiste. Je ne veux pas régner, mais aussi ne pas être dominé. Je crois qu'être anarchiste, c'est voir le capital comme l'ennemi de la classe travailleuse. Mais c'est aussi réfuter la coopération avec l'État et ses institutions. C'est aspirer à une réorganisation radicale de la société en refusant toute autorité, sans passer par les infrastructures déjà présentes. Être anarchiste, c'est voir l'État non pas comme un chemin vers la libération, mais bien comme une institution réservant le pouvoir pour une élite et détenant le monopole de la violence légitime. C'est lutter pour une société profondément égalitaire, non pas tant en droit, mais surtout en conditions matérielles d'existence. L'égalité en matière de droit s'avère souvent illusoire car impossible à mettre en pratique. Être anarchiste, c'est revendiquer une réelle liberté, mais surtout pas la liberté instrumentalisée en permanence par le néolibéralisme. Car la liberté de devenir PDG d'une grande multinationale en ayant la liberté d'exploiter la classe travailleuse et les ressources naturelles, ça nous n'en voulons pas. Mais être anarchiste, c'est aussi tout simplement une manière d'analyser, de percevoir le monde, sans avoir un plan complet à suivre à la lettre en acceptant de s'adapter aux conditions qui nous entourent. Une grille de lecture nous permettant de comprendre les enjeux du monde dans lequel nous vivons. Être anarchiste, c'est se révolter contre le monde qui nous entoure, mais dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et si certains veulent continuer de dire que l'anarchisme est utopique, ça ne me gêne point. Le cinéaste Fernando Berry disait « L'utopie est à l'horizon. Je fais 2 pas en avant, elle s'éloigne de 2 pas. Je fais 10 pas de plus et l'horizon s'éloigne de 10 pas. J'aurais beau marcher, je ne l'atteindrai jamais. À quoi ça sert l'utopie ? Elle sert à ça, elle me sert à avancer. Personnellement, ça me suffit. » Ça, je m'inscris pas forcément entièrement dans la même direction. Pourquoi ? Parce que autant je suis d'accord avec le fait que les visions anarchistes, la politique anarchiste, effectivement, c'est d'avancer et de se battre pour essayer d'aller justement vers un certain but qui peut-être ne sera jamais atteint, mais que dans tous les cas, on continue d'avancer et on ne se lasse pas, on continue d'avancer dans cette direction. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui en ressort. Après, l'utopie, le fait de coller l'anarchie à l'utopie, pour moi, c'est quand même ne pas comprendre ce qu'est en fait l'anarchie. Parce que non, on n'est pas en train d'avoir une vision utopique dans le sens où l'utopie est censée être une société idéale, sans défaut, etc. Et en fait, ça, je ne conçois pas comment c'est possible. Je ne vois pas comment on pourrait construire une société idéale sans défaut. Ça n'a pas de sens. Parce que nous sommes humains. Et les êtres humains ont toujours des défauts. Les structures des humains ont forcément des défauts. Même si on fait quelque chose de nettement moins problématique, même si on fait quelque chose qui est beaucoup plus flexible, qui continue de s'adapter, etc., le fait est que, justement, l'univers continue d'avancer, la vie continue d'avancer, les sociétés continuent d'évoluer, etc. Et donc, des problématiques vont continuer d'apparaître. Qu'on le veuille pas, ça ne change rien. Ça va continuer à apparaître. Et du coup, le fait est que, à mon sens, vouloir coller forcément utopie à anarchie, je suis pas d'accord. Parce que c'est pas un but, en fait. On n'essaie pas de mettre en place une utopie. Pour moi, ça n'a pas de sens. Au contraire, si on essaie de mettre en place une utopie, on se donnerait une espèce d'idéal, et si un jour on s'en rapproche, on pourrait être tenté trop facilement
à se fermer les yeux sur ce qui ne va pas dedans. Une fois qu'on a réussi à changer les choses, on fermerait les yeux sur ce qui ne va pas dans ce qu'on a mis en place. Parce qu'il y aurait forcément des choses à certains niveaux qui n'iraient pas forcément. Parce que, encore une fois, peut-être que ça irait au moment où on les a mis en place, mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, au bout de 10 ans, 20 ans, je sais pas moi, ça sera peut-être plus adapté parce que les choses ont changé à d'autres niveaux et que le contexte étant différent, ça sera plus une bonne réponse. Et de fait, si on était dans cette vision anarchiste qui tendrait vers la mise en place de cette utopie, pour moi, il y aurait un côté fixe, il y aurait un côté statique qui ne convient pas, qui n'est pas adapté, à mon sens. C'est pour ça que je suis un peu... je suis pas forcément d'accord sur la vision de vouloir quand même accepter de coller utopie à anarchie. J'entends le côté où on se bat en tant qu'anarchiste pour des choses qui sont difficiles, voire inatteignables. Est-ce que pour autant je qualifierais ça d'utopie ? Je crois pas. Je pense pas. Mais bon, ça après c'est mon point de vue. Voilà, c'est mon point de vue qui ne vaut que ça, que mon point de vue. Vivre l'utopie, la mise en pratique de l'anarchisme, l'exemple de la révolution espagnole. Se hicieron cosas muy grandes en España. Es una experiencia que hay que vivir para entender. Y yo, como los compañeros, creaban las colectividades, organizaban la socialización, eran responsables sin ningún beneficio propio, solamente para que el pueblo tuviera lo que necesitaba. Es decir, que yo con 14 y 15 años he vivido una experiencia que se me quedará toda mi vida grabada. El florecimiento de ideas hechas realidad durante ese periodo, aunque hubieses muerto, no hubiese querido no vivir esa experiencia. Bon, comme d'hab, quand je parle en espagnol, c'est absolument immonde et dégueulasse. Je suis désolé pour vos oreilles. Je vous fais la traduction tout de suite. De très belles choses ont été faites en Espagne. C'est une expérience qu'il faut vivre pour la comprendre. Je voyais comment les camarades créaient des collectivités, organisaient la vie en société, prenaient des responsabilités sans en tirer aucun bénéfice personnel, uniquement pour que le peuple ait ce dont il avait besoin. C'est-à-dire que moi, à 14 et 15 ans, j'ai vécu une expérience dont je garderai le souvenir toute ma vie. La floraison des idées devenues réalité durant cette période. Même si j'en étais morte, je n'aurais pas voulu manquer cette expérience. Parole de Pepita Carpeña. Qualifier ça d'utopie, c'est un peu défaitiste aussi, j'ai l'impression. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. J'en profite pour boire un coup, Ah. D'ailleurs, je pense que à la prochaine pause, j'irai sûrement me faire un petit café. En vrai de vrai. Vivir la utopia est le titre du documentaire que Juan Antonio Gamero a réalisé en 97 sur la révolution anarchiste qui a eu lieu en Catalogne et en Aragon en 1936. J'adore ce titre. Quand le coup d'État se produit en juillet 36, en plus d'assurer une défense et une résistance populaire plus ou moins spontanée, le peuple va en parallèle réaliser quelque chose d'inédit, la mise en pratique de l'anarchie, principalement par le biais de courants syndicalistes et communistes libertaires. Quand on parle de la guerre civile espagnole, le camp républicain désigne ainsi une réalité hétérogène composée entre autres de républicains libéraux, d'organisations socialistes, d'anarchistes et de communistes de différents courants. Comme nous l'avons vu précédemment, l'antifascisme est une bannière qui regroupe des personnes de différentes mouvances, unies dans la lutte contre le fascisme. Et le gouvernement républicain a continué d'exister jusqu'à la fin de la guerre malgré les difficultés et différentes péripéties. Des initiatives visant à changer radicalement le cours des choses ont aussi été mises en place. L'épisode révolutionnaire a principalement eu lieu durant quelques mois, à partir de juillet 1936, sur les terres catalanes et aragonaises. Des initiatives similaires ont aussi émergé dans d'autres territoires du pays, mais elles sont malheureusement capotées trop tôt face aux fascistes. À l'international, le récit de cette révolution fut surtout transmis par Emma Goldman et George Orwell. Les deux en furent des témoins directs et Orwell y participa même à travers son engagement dans les brigades internationales. Son expérience de la guerre civile espagnole et quelques mois qu'il passa à Barcelone sont relatés dans son livre « Hommage à la Catalogne ». Il y raconte la manière dont les anarchistes s'organisaient en milices autour de leur principe anti-autoritaire.
Il fait également part de prouesses et des avancées de la Révolution, et de la manière dont celle-ci finira par s'éteindre, victime des différentes attaques et difficultés. Cet épisode de sa vie marqua Orwell pour toujours. Lorsqu'elle raconta sa propre expérience de la guerre et de la Révolution, Casilda fait référence à l'écrivain. Ça ne m'étonne donc pas qu'Orwell, le célèbre auteur anglais dont l'œuvre 1984 a été traduite dans autant de langues, soit devenu anti-autoritaire. Quand il est arrivé en Catalogne, il était trotskiste. Il sympathisa énormément avec les libertaires du Front aragonais, jusqu'à ce qu'il fut blessé. C'est pourquoi il raconta les incroyables apports de la Révolution dans une note de ses œuvres, hommage à la Catalogne. Pas seulement le rôle joué par les libertaires dans les villes, mais aussi ce qu'ils firent au front. Cette évolution d'Orwell ne m'étonne pas du tout. Sans jamais se déclarer anarchiste, Orwell se rapprocha incontestablement du mouvement. Son témoignage, par sa proximité avec l'événement dont Orwell a été un participant, par ses observations détaillées, par ses fines analyses, est d'une richesse inouïe. Il est par ailleurs rare en son genre, dans un monde où les témoignages de cette révolution pionnière sont si peu connus du grand public. Enfin, le livre mérite d'être lu, ne serait-ce que pour profiter du génie d'Orwell, de son inimitable plume. Littérature et révolution, vous ne pourrez pas me reprocher de ne pas vous gâter. Comme nous l'avons vu précédemment, une guerre n'arrête pas la vie. Entre autres, la production doit suivre son cours afin d'assurer la survie de la population. Mais en ce mois de juillet, les ouvriers décident qu'il est temps que les usines passent sous contrôle ouvrier, afin que la production soit autogérée. Avec le coup d'État, les ouvriers prennent les armes, mais beaucoup vont aussi prendre le contrôle de la production et de l'organisation de la ville en général. Le coup d'État se produit le 17 juillet 1936. Le lendemain, 4 gouvernements se succèdent en une journée. La République subit une vacance de pouvoir en parallèle du soulèvement des militaires fascistes. L'armée fasciste qui arrive en Catalogne le 19 juillet, où elle se retrouve confrontée à une armée populaire qui refuse de se laisser faire. Les syndicats de la CNT, de l'UGT convoquent une grève générale. Le peuple est appelé à rejoindre la résistance, mais cette résistance ne se limite pas à la question de la guerre. Ce n'est pas simplement une résistance antifasciste, mais c'est aussi une résistance de la classe ouvrière face à son exploitation historique. Organisée, à travers les syndicats, les ouvriers prennent le contrôle des usines. Beaucoup de propriétaires d'entreprises quittent les lieux ou sont faits prisonniers. Les travailleurs procèdent alors à la collectivisation du travail, un des principaux objectifs du mouvement anarchiste. À ce sujet, Emma Goldman disait « La collectivisation des industries et de la terre apparaît comme la plus grande réalisation de n'importe quelle période révolutionnaire. Au surplus, même si Franco devrait l'emporter et les anarchistes espagnols être exterminés, l'idée qu'ils ont lancée continuera à vivre. Puis cela fut loin d'être le cas partout, dans plusieurs endroits, la propriété privée fut abolie. Vivir la utopia. Dans d'autres endroits, les usines sont passées sous contrôle de l'État. Dans certaines zones, l'argent a disparu, ou a été remplacé par des bons. Dans d'autres, le salaire calculé selon le nombre de personnes présentes dans chaque famille. De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, comme dit l'adage. Guérin explique. C'était plus simplement la défense républicaine contre le fascisme, c'était la révolution. Une révolution qui n'eut pas besoin, comme en Russie, de créer de toutes pièces ses organes de pouvoir. Rien n'a empêché, et surtout à Barcelone, les comités ouvriers de saisir de jure le pouvoir qu'ils exerçaient déjà de facto. Ils ne le firent pas. L'anarchisme espagnol, depuis des dizaines d'années, n'avait cessé de mettre en garde le peuple contre les duperies de la politique, de lui vanter la primauté de l'économie, de le détourner d'une révolution bourgeoise démocratique, afin de l'entraîner par l'action directe à la révolution sociale. À l'orée de la révolution, les anarchistes raisonnaient à peu près ainsi. Que les politiciens fassent ce qu'ils veulent, nous, les apolitiques, nous mettrons la main sur l'économie. Dans un article intitulé « L'inutilité du gouvernement », publié le 3 septembre 1936 par le bulletin d'information CNT-FAI, il était escompté que l'expropriation économique en cours allait entraîner ipso facto la liquidation de l'État bourgeois, qui serait simplement réduit à l'asphyxie. Voilà. Très bien. Oui. Socialisation des moyens de production. Oui. 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 Faisons ça. Bordel. Oui, oui. Oui, oui. Ça me va. Go. J'approuve la chose. J'approuve cette direction. Faisons ça. This is good. This is good. Ça me va bien. La révolution était aussi culturelle. Les organisations cherchaient à créer une conscience révolutionnaire dans le peuple. Les idées anarchistes sont diffusées, que ce soit par le biais de différentes publications de presse ou lors de rencontres. Bakounine, Kropotkin, les Espagnols sont nombreux et nombreuses à connaître ces noms et les principaux aspects de leur idéologie. À cette époque, il y avait beaucoup d'Athénée libertaires.
Il s'agit de lieux, de rencontres, où vous pouvez apprendre à lire, à s'instruire sur divers sujets, à débattre sur des thématiques anarchistes, à bien entendu créer des liens de camaraderie. C'est un cadre qui était propice à l'organisation. La base des pédagogies anarchistes réside dans le refus total d'endoctrinement. Les anarchistes craignent l'émergence d'une autorité au sein de leur mouvement. C'est pourquoi ils évitent de chercher à convaincre les personnes d'adhérer à leur mouvement en premier lieu. Le plus important, c'est d'aider chaque personne à développer un esprit libre et éclairé. Les enfants de la Escuela Moderna, développés par Francisco Ferrer, n'entendent pas parler d'anarchisme. On leur apprend des poèmes. On les invite à se servir de leurs mains. On les aide à développer leur imagination, à aiguiser leur curiosité. Mais jamais la manière de penser des adultes, leur idéologie, ne leur sont imposées. S'il s'avère impossible de réduire un épisode d'une telle importance à quelques lignes, j'espère en avoir au moins traité les principales caractéristiques. La révolution espagnole fut sociale, économique, culturelle, politique. Elle dépassa largement tout ce que les syndicats auraient pu attendre. Son caractère spontané, forgé par l'urgence des événements, ne doit pas pour autant cacher les 7 décennies antérieures lors desquelles 2 générations de militants se sont succédés afin de diffuser leurs idéaux anarchistes, de préparer le peuple pour la révolution à Crata. La révolution espagnole ne fut pas la dernière en son genre ou survenue dans un contexte de guerre. Plus récemment, la révolution du Rojava, territoire du nord de la Syrie, qui se produisit en même temps que la guerre, constitue un exemple important de ce à quoi les idées utopiques peuvent mener. Peu ont entendu parler de ces 2 révolutions dans les livres d'histoire ou les médias. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je suis d'avis qu'il est toujours nécessaire d'aller voir ce que l'on s'emploie à ne pas nous montrer. Et je suis assez d'accord, le Rojava, typiquement, on n'en parle pas, ça n'est pas entendu. Si jamais le film dont il était question un peu plus tôt, il y est sur YouTube, voulez-vous que je partage sur Discord? Ah, carrément, franchement, ouais, grave. Grave. Ça peut être grave bien. Tu peux mettre ça éventuellement dans forum recommandations React. En vrai. Ça serait typiquement un bon endroit où le mettre. Dans le forum, tu as le sujet recommandations React où du coup on met les... Bah parfait. Nice. Et je pense que on le fera en React ensemble. Hein. Je vais le mettre dans la playlist React. 1h30, ça va, bon score. Mais ça me semble en vrai bon plan. Ça me semble très bon plan. Merci beaucoup. Par contre, c'est qualité dégueu. Comme on dit par ici, c'est qualité de gauche. C'est ça, non? Alors, vous avez juste à faire point d'exclamation Discord. Tout simplement. Point d'exclamation Discord et ça vous met les liens. En fait, globalement, vous pouvez faire ça avec à peu près tout. Point d'exclamation YouTube, ça vous donne la chaîne YouTube. Point d'exclamation Discord, ça vous donne le Discord. Point d'exclamation Mastodonte, ça vous donne Mastodonte, etc. etc. Pour le coup, tout est plutôt bien fait ici. Oui, voilà, parfait. Merci, Disto. C'est plus de gauche, c'est carrément qualité anar. Oui, on a aussi des petites alertes vocales cursed. Oui, on a ça aussi. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Je reprends. J'en étais là. Démystifier l'obtention du suffrage féminin. Notez, je ne m'attends pas à ce que les hommes ne nous donnent jamais la liberté. Non, femmes, nous ne la méritons pas tant que nous ne la prenons pas. Comment la prendrons-nous? Par le bulletin de vote? Une chic node pour votre torchon de papier? Le scrutin n'a pas rendu les hommes libres et ne nous rendra pas libres. En préconisant la destruction de tout et de chaque obstacle, l'abolition de chaque loi par laquelle les sources de la richesse sont tenues loin de notre usage. En d'autres termes, en préconisant la libération complète de la terre et du capital. En faisant naître des rebelles partout où nous le pouvons. En vivant nous-mêmes nos convictions. Propagande par l'acte. C'est l'expression préférée du révolutionnaire. Nous sommes des révolutionnaires. Citation de Voltairine de Clerc. Alors je viens de voir le marqueur de VOD, je regarde juste, on en est où de la fin du chapitre? On va pousser un petit peu. Ça ferait un peu une plus grosse VOD. Mais c'est pas grave. Qui n'a pas entendu parler de la lutte des femmes pour le droit de vote? Cette noble bataille faisant d'elles les vraies féministes, dignes de respect et d'admiration. Celle dont nous devrions, paraît-il, nous inspirer. Mais juste un peu, pas trop tout de même. Nous tendrons à évoluer le degré de développement d'un État en termes d'égalité entre les genres selon la date à laquelle les femmes ont pu commencer à y voter.
Leurs conditions de travail, la violence sexuelle qu'elles doivent affronter ou leur niveau d'instruction, ça passe après. Toujours après. L'obtention du suffrage féminin représente aux yeux de beaucoup la plus importante victoire jamais remportée par le mouvement féministe. En fin de compte, comment est-ce que ça pourrait-il être égalé ? Qu'est-ce qui peut être plus important que la possibilité de faire entendre sa voix dans une démocratie représentative ? Vous sentez l'ironie dans les propos d'Irénée ou pas ? Il semblerait même que pour une femme, aller voter représente un important devoir moral, bien plus que pour un homme. S'abstenir serait une terrible offense à l'égard de celles qui ont tant donné pour ce droit. Et dans ce fameux livre anarchiste, le premier que j'ai lu, Emma Goldman explique qu'elle n'est pas foncièrement contre le vote, mais qu'elle n'en est pas non plus une fervente défenseur. Célèbre anarchiste russe critique avec véhémence le combat des suffragettes, qu'elle estime tout simplement inutile, car réformiste et non révolutionnaire. Oui, abolir la démocratie représentative. Encore une fois, abolir l'État. Voilà. Moi, je dis ce livre, et tu as planté, je crois, l'imote. C'est un peu triste. J'ai vu une tentative, et c'était un peu triste. J'ai vu que tu es passé à côté. Un peu sad. Mais magnifique émote de dessert tacos, hein. Oui. Je reprends. Mon style qui ajoute des lettres au pif. Sad. Il n'est pas nécessaire de préciser que je ne m'oppose pas au suffrage féminin. Dans le sens conventionnel de l'idée pure, elle devrait l'exercer, puisque je ne vois pas pour quelles raisons physiques, psychologiques, morales, la femme ne possède pas les mêmes droits que l'homme. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de voir l'absurdité de penser que la femme pourrait triompher là où l'homme a échoué. Même si la femme n'empirerait pas les choses, elle ne pourrait certainement pas les améliorer. Il est vrai que dans les États où le suffrage féminin a été introduit, la femme jouit des mêmes droits que l'homme sur la propriété. Pourquoi cela peut-il bien servir à la masse de femmes sans propriété, aux milliards de femmes salariées qui vivent au jour le jour ? L'égalité dans le vote n'a pas eu d'impact sur leurs conditions de vie. Et là-dessus, je suis assez clairement OK. Un téléphone anti-anard, hein, peut-être bien. Là-dessus, je suis assez d'accord. En fait, c'est que vous savez, moi ici, je vous ai dit, je crois pas au vote. Bon, systématiquement, je vais voter quand il y a un vote. Parce que je me dis, autant voter pour la moins pire des merdes, plutôt que de laisser vraiment la route ouverte à la pire des fascistes. Mais, néanmoins, je ne crois pas au vote. Pour moi, ce n'est pas par le vote qu'on va construire un meilleur lendemain. C'est faux. Le vote est une confiscation de vos volontés, une confiscation de votre pouvoir, une confiscation de ce qu'on peut faire en fait. Voilà, pratiquant mais pas croyant, c'est un peu le point. Vraiment, c'est le move de le vote, c'est du flanc en fait. Ça sert voilà juste à ralentir le fascisme au mieux, ça servira jamais à le vaincre. Donc vraiment, j'y crois pas. Et là-dessus, je suis assez d'accord du coup avec. C'était qui parlait là ? Avec Emma Goldman, du coup. Je suis assez d'accord, c'est que le vote, ok, cool, mais en fait, le vote ne sert qu'aux personnes qui sont déjà en situation de pouvoir. Je reviens sur le même principe, hein, quand vous avez par exemple une candidate fasciste et qu'il y a des gens qui sont en train de se féliciter parce que, ah là là, c'est trop bien, vous avez vu, le patriarcat est vaincu, nous avons une fasciste. En fait, non, ça reste une fasciste. Vous voyez ? Enfin, le point problématique, c'est pas que c'est une femme, c'est le fait que c'est une fasciste. Donc en fait, que ce soit une fasciste, ça reste une personne qui est fasciste. C'est le problème en fait. Donc du coup, c'est pas bien. C'est pas bien. Que ce soit un ou une fasciste, ça reste un problème. Et vraiment, c'est de la merde. Et là-dessus, vraiment, c'est le principe du vote. Hein. On nous pousse à voter pour des gens qu'on ne veut pas, qui ne nous représentent pas, qui ont forcément des fonctionnements fascistes parce que notamment inclus dans un contexte et dans un État qui est foncièrement en fait fasciste, ne serait-ce que par l'histoire du patriarcat et mon Dieu, ça ne se limite pas qu'à ça. L'histoire du colonialisme, etc. Enfin voilà, il y a tellement de raisons de prouver, enfin tellement de choses qui prouvent à quel point l'État est fasciste que juste le vote ne sert à rien. Le vote au mieux sert à ralentir un peu et encore. Donc vraiment, le vote, c'est du flanc. C'est de la merde. Donc je suis assez d'accord avec ça. Je reprends. L'histoire du féminisme qui nous est rapportée est bien souvent celle d'un féminisme qui n'a jamais vraiment posé de problème à l'élite du pouvoir. On nous apprend à être fiers de la lutte pour le droit de vote sans jamais interroger sur son intérêt et son efficacité, surtout sans jamais évoquer les luttes des femmes ouvrières qui avaient d'autres priorités.
Le féminisme, les luttes des femmes de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle sont systématiquement réduits à la lutte pour le suffrage féminin. Ce qui peut tromper notre regard sur cette période, puisque le suffrage n'était pas un objectif en soi pour toutes les femmes qui se mobilisaient. Ou du moins, pas un objectif prioritaire. Le non-intérêt ou la non-priorisation de l'obtention du droit de vote est particulièrement vrai dans mon pays, où du fait du contexte sociopolitique de la fin du 19e siècle, le libéralisme ne s'est pas développé de la même manière que dans les pays du nord de l'Europe. Par conséquent, la classe travailleuse ainsi que les femmes qui la constituaient ne voyaient pas l'obtention des droits politiques comme un facteur essentiel pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Comme l'explique Marie Nash, dans l'Espagne de la fin du 19e, la fragilité du système politique libéral, l'association populaire dans son mauvais fonctionnement avec le système lui-même, mena au développement d'une culture politique qui n'identifia pas nécessairement le progrès avec les droits politiques. Depuis cette perspective, on peut comprendre l'expansion du mouvement anarchiste, l'éloignement de beaucoup de forces sociales de la participation politique. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que les femmes aient également été absentes du milieu politique et qu'elles aient compris que le suffrage et l'obtention de droits politiques ne représentaient pas l'axe de leur agenda d'action. Obtenir le droit de vote, je vais y arriver. On recommence. Obtenir le droit de voter revient à obtenir le droit de s'exprimer au sein d'un système politique en place, à l'intérieur de limites qui sont imposées, dans son cadre. Il faut cesser de voir la participation des femmes à la politique bourgeoise, républicaine, représentative comme une condition nécessaire pour notre libération. Et il faut de même cesser d'invoquer une supposée révolution féministe en ne formulant que des demandes qui sont réformistes et n'impliquent aucune transformation radicale de la société. Bien entendu, les aspirations révolutionnaires n'empêchent pas de continuer de revendiquer des réformes qui nous permettront d'améliorer notre situation au sein des structures dans lesquelles nous vivons actuellement. Cependant, il est important de les voir comme des mesures passagères, qui ne changeront pas notre vie, qui ne peuvent constituer des objectifs prioritaires. L'obtention de nouveaux droits pour les femmes, d'un point de vue législatif, n'est que limitée. Entre une loi et son application effective, il y a un fossé. Je signale que le viol est interdit, que l'égalité salariale est inscrite dans la loi. Et pourtant. D'autre part, cela peut même s'avérer problématique. Les États se servant fréquemment de nouvelles lois comme d'instruments au service de leurs intérêts. Les lois qui prétendent nous libérer s'accompagnent ainsi, bien souvent, de mesures répressives et carcérales qui, comme on l'a expliqué un peu plus haut, loin de nos étés, mettent en péril les conditions de vie et certaines communautés. Le problème de cette question du droit de vote, c'est quand il est perçu comme une fin, alors qu'il ne s'agit que d'un moyen, un simple moyen. L'objectif des suffragettes n'était pas la revendication abstraite du droit à glisser un papier dans une urne. Peut-être était-ce le cas de certaines, mais pour pouvoir voter, c'est obtenir le droit, la possibilité d'exprimer sa voix, d'essayer de faire changer les lois ainsi que les conditions de vie des femmes à travers le vote. C'est surtout une manière d'exiger une reconnaissance sociale et politique des femmes en tant qu'êtres adultes, à une période où celles-ci, mises sous tutelle, étaient considérées comme d'éternelles mineures. Faire du suffrage en tant que tel le but ultime des femmes qui se sont battues pendant des années, c'est simplement dépolitiser leur combat. Quelque chose où malheureusement beaucoup trop de gens sont trop forts. À propos d'une des suffragettes les plus célèbres, Marie-Hélène Dumas, elle indique « Si Sylvia Pankhurst s'est éloignée de l'union politique et sociale, c'est tout d'abord parce que le système parlementaire lui paraissait incapable d'entraîner l'ensemble des changements qu'elle souhaite voir advenir. Le vote n'a pour elle jamais représenté un but en soi, mais seulement un moyen d'émancipation éventuel. » Au sujet de femmes espagnoles, Marie Nash poursuit ainsi. Les femmes, en tant que collectif social, tout comme la population en général, ne se sentaient pas inclinées à diriger leur stratégie d'action vers une lutte politique basée sur une demande d'égalité et de droits politiques. Dans ce contexte, limiter l'objectif du féminisme à assurer les droits politiques n'explique pas d'autres manifestations des femmes en faveur de leur aspiration collective, puisque le féminisme espagnol de la fin du 19e et du début du 20e se caractérise par une orientation sociale plus que politique. En tant que mouvement, il n'eut pas une démarche particulièrement suffragiste et les droits individuels basés sur l'idée de l'égalité de genre ne constituaient pas l'axe des arguments féministes en faveur des droits des femmes. Redéfinir le vote en tant que moyen, ça revient également à sous-entendre qu'il est un parmi plein d'autres. Une stratégie politique, un mode d'action, parmi un large panel de possibilités.
En se concentrant sur les effets provoqués par l'obtention du suffrage masculin, en voyant la manière dont celui-ci n'a de fait pas modifié les conditions de vie matérielles de la plupart des hommes de la classe travailleuse, il devient évident qu'il faut s'interroger sur le réel intérêt du suffrage féminin. Dans son ouvrage sur le vote, le chercheur Francis Dupuy-Derry rappelle d'ailleurs la manière dont le suffrage masculin était à ses débuts soumis à des conditions financières. Bien que la Révolution française de 1789 soit généralement associée au suffrage universel, l'électorat excluait alors les étrangers, les femmes, les enfants. Et quant aux hommes de plus de 25 ans, ils étaient divisés en deux catégories. Les citoyens passifs, privés du droit de vote car trop pauvres pour payer des impôts, et les citoyens actifs, autorisés à voter en tant que propriétaires ou citoyens acquittant des impôts d'une valeur correspondant à au moins 2 jours de travail. Voilà, hein. Donc universel, mais en fait non. Ah, zut alors. Voter n'a jamais rendu les hommes libres. À la limite, le vote a permis la participation politique des hommes de la bourgeoisie, mais son obtention n'a jamais révolutionné le quotidien de celles qui ne possédaient rien en dehors de leur force de travail. Voltairine de Clercq disait que 9 fois sur 10, les patrons redoutent la grève. Par contre, ils ne craignent nullement un vote qui exprimerait la conscience de classe des électeurs. Et c'est tellement vrai. Il serait temps de cesser de voir le vote comme la seule possibilité de changer les choses, surtout lorsque l'histoire regorge d'exemples de luttes fructueuses qui ont employé tant d'autres stratégies. À l'ère des suffragettes, toutes les femmes ne se mobilisaient pas pour obtenir le droit de voter, mais cela ne faisait pas d'elles des femmes passives, loin de là. Certaines se sont battues toute leur vie, jusqu'à leur dernier souffle, pour les femmes, pour le peuple, pour la révolution, sans jamais passer par les lois, par l'État, par le gouvernement. Disait déjà la militante anarchiste et féministe chinoise Ye Yin-jen dans La Revanche des femmes, en 1907, « Je serais très heureuse de voir que les femmes renoncent à leur désir de se mobiliser pour les lois du gouvernement et commencent à regarder vers une éventuelle abolition du gouvernement. » Oui. Oui. Le livre parle bien, hein. Le livre parle bien. Hein. Il est vraiment très très bien. Irénée écrit très très bien. Hein. Très clairement. Hein. Critiquer et interroger l'efficacité tactique du vote ne se résume pas à arborer une position abstentionniste lors des élections. Comme Emma Goldman et ses camarades, je ne suis pas contre le vote des femmes, dans la mesure où il me semble normal que les femmes aient les mêmes droits politiques que les hommes à l'intérieur du système actuel. Interroger le suffrage, c'est en fait remettre en cause l'entièreté de la démocratie représentative, que nous pouvons parfaitement qualifier de démocratie bourgeoise, car le pourvoir s'y reproduit en permanence à l'intérieur de l'élite socio-économique. Je ne suis pas contre le vote, je m'interroge tout simplement quant à l'intérêt d'élire une présidente tous les 5 ans, si c'est pour que la voix du peuple ne soit jamais écoutée et encore moins prise en compte, et ce jusqu'aux élections suivantes. À quoi ça sert de voter si le gouvernement peut faire passer des lois à coups d'article 49.3, malgré des grèves historiques, des milliers de personnes se mobilisant dans la rue pendant des semaines pour exprimer leur refus? Daniel Guérin explique dans L'anarchisme que le bulletin de vote, dans les mains du peuple, dont l'éducation a été volontairement négligée, est une supercherie savante dont seule profite la coalition des barons de la propriété, du commerce et de l'industrie. Mais la théorie de la souveraineté du peuple contient en elle-même sa négation. Si le peuple tout entier était vraiment souverain, il n'y aurait plus de gouvernement, il n'y aurait plus de gouverné. Le souverain serait réduit à zéro. L'État n'aurait plus la moindre raison d'être. Il s'identifierait avec la société, il disparaîtrait dans l'organisation industrielle. Pour Bakounine, le système représentatif, loin d'être la garantie pour le peuple, crée et garantit au contraire l'existence permanente d'une aristocratie gouvernementale contre le peuple. Le suffrage universel, c'est un tour de passe-passe, c'est un leurre, c'est une soupape de sûreté, un masque derrière lequel se cache le pouvoir réellement despotique de l'État, fondé sur la banque, la police et l'armée. Oui. Oui. Voilà, je n'ai pas autre chose à vous dire que oui. Oui, oui. Bon, sur ce, on arrive à la fin de partie, donc je vais couper là-dessus. Petite fougère de YouTube. C'est fini pour cette fois-ci. J'espère que tu as apprécié la lecture. Moi, je la trouve toujours aussi quali. Je trouve que vraiment, elle est bien. Elle est très 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 bien. Elle prend ce qu'il faut où il faut. Elle établit les choses. C'est vraiment propre. C'est vraiment très propre pour le coup. Des bisous, petite fougère de YouTube.